La fête juive de Soukhot a été créée en mémoire de la traversée du désert par les Hébreux après la sortie d'Égypte. Pendant une semaine, on aperçoit dans Jérusalem des dizaines de soukas, sortes de cabanes faites de feuillages et de bois. Cette période est particulièrement chargée pour un juif pratiquant. Malgré cela, Dan, né à Paris d'une mère normande et d'un père haïtien, puis converti au judaïsme et naturalisé israélien, a trouvé un moment pour me rencontrer. Nous avons rendez-vous au Tmol Shilshom, le café qu'il fréquentait lorsqu'il était étudiant et où il n'a jamais remis les pieds depuis. Bonjour, je m'appelle Dan, j'ai 38 ans, j'habite en Israël depuis 13 ans maintenant, marié, 3 enfants et avocat. Alors moi je suis né en France, à Paris dans le 20e, j'ai grandi Paris 19e, d'un père haïtien et d'une mère normande. Alors moi la décision de venir vivre en Israël, elle a été parallèle à un processus de conversion que j'ai fait en entier en Israël. Parce que pour moi, il n'est pas souhaitable quand on a le choix de dissocier le fait de vivre en Israël et la vie juive. Disons. Alors ça se passe comme ça. Moi, je viens d'une famille chrétienne à la base. Ma mère est chrétienne protestante, venant elle-même d'une famille catholique. Mais elle, à 20 ans, a décidé de choisir la voie du protestantisme. Bon, il y a quelques différences, mais moi il s'avère que ni l'une ni l'autre des visions qui sont offertes par ces deux courants ne me correspondaient. C'est-à-dire que à l'âge de 6 ans, j'avais déjà mes préférences, ne serait-ce qu'au niveau de mes fréquentations. C'est-à-dire j'habitais dans le 19e, à Paris, c'est un quartier où il y a de tout. Aussi bien au niveau des ethnies que des religions, il y a de tout. Et moi, il y avait les gens que je fréquentais à l'école, les gens que je fréquentais en dehors de l'école, chez moi ou chez qui j'allais. Et déjà à cet âge-là, c'était que des juifs. C'est-à-dire que tous mes copains s'appelaient Samuel, David. Et d'ailleurs, moi, on m'appelait souvent Dan ou Ilan, alors qu'à l'époque, je m'appelais Yann. Et tout le monde m'appelait systématiquement Dan ou Ilan. Déjà à l'époque. Bon, ça, c'est au niveau ressenti, au niveau vécu, quand j'étais vraiment petit. Et ça s'est un peu plus conscientisé vers l'âge de 10 ans, où parce que ma mère est assez pratiquante au niveau du protestantisme, puisqu'elle va à ce qu'on appelle le temple tous les dimanches. Et j'ai reçu donc jusqu'à l'âge de 10 ans, on va dire, une éducation chrétienne, protestante. Et moi je retenais que les 5% qui concernaient ce que eux appellent l'Ancien Testament et le peuple d'Israël. Sur le reste, je suis inculte total. Donc à l'âge de 10 ans, j'ai dit à ma mère, regarde, moi, dimanche matin, j'ai trop de devoirs à faire. Donc je peux plus aller avec toi à l'église. Et en fait, un quart d'heure après, j'étais chez mes amis qui s'appelaient donc David, Samuel, compagnie. Et disons que déjà, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à lire des ouvrages de pensée juive. Je suis venu la première fois en Israël quand j'avais 14 ans, avec ma mère aussi, parce qu'il faut que je précise aussi que, quelles que soient les conceptions religieuses de ma mère, il y a toujours eu un rôle, une place privilégiée pour Israël. C'est-à-dire que chez nous, il ne fallait pas parler de façon négative d'Israël. Et il y a même eu des controverses que j'ai eues moi avec ma mère à l'époque, très virulentes, où à la rigueur, elle aurait pu apparaître comme plus sioniste que moi. En France, quand vous parlez de conversion, on vous suit pas du tout, quoi. C'est vraiment deux mondes différents. Moi j'ai fait ma conversion ici, je suis content de l'avoir fait ici. Je l'ai fait en étudiant 2 ans à temps plein en yeshiva. Donc c'était vraiment la Torah 24 heures sur 24. Et c'est quelque chose qui est important quand on fait une démarche de conversion, parce qu'il faut comprendre que le judaïsme c'est quelque chose qui vous prend 24 heures sur 24. Même quand vous dormez, il y a des halakhot sur la façon dont on dort, dont on ne dort pas. C'est quelque chose qui vous prend vraiment à 100% de votre vie. Ma mère, disons que notre foi respective, c'est quelque chose qui peut à la fois nous rapprocher et à la fois nous opposer. Parce que ma mère est la première à pouvoir comprendre mon attachement à Dieu et les conséquences que ça peut avoir dans ma vie. Maintenant, comment venir expliquer à quelqu'un qui vous a élevé, qui vous a mis au monde, qui vous a aimé, que quand vous allez chez lui, vous ne pouvez pas utiliser la même vaisselle,
ça peut très mal se passer et ça serait à la rigueur normale, et ça peut très bien se passer comme c'était mon cas. Et ma mère non seulement ne m'a jamais fait la moindre réflexion là-dessus, mais même à partir du moment où je suis venu en Israël et que les fois où je retournais à Paris, j'avais ma vaisselle à moi. Et ma mère, avant que j'arrive, allait au magasin Cachère à Belleville dans le 19e, faire les courses dans le magasin Cachère pour que j'ai quoi manger en arrivant à ma descente de l'avion. Donc c'est mieux que ça, on peut difficilement demander. Quand j'étais jeune, je fréquentais essentiellement 2 oncles qui habitaient en Normandie, que je suis allé voir donc à la veille de mon départ en Israël en 96, sachant que je ne les avais pas vus depuis 84, quand ma grand-mère est décédée. Et pour résumer le phénomène, quand je suis allé voir mes oncles, on leur dit voilà, je suis venu vous dire au revoir parce que demain je pars pour Israël. L'un de mes 2 oncles a répondu mais qu'est-ce que tu vas faire en Australie? Voilà, je crois que c'est la meilleure façon de résumer un petit peu la différence de monde dans lequel on vivait. Voilà. Chapitre 1. L'intégration. L'intégration dans la société israélienne, c'est quelque chose de pas facile. Bien que ce soit un pays d'immigration, je considère qu'aujourd'hui je suis bien intégré. Je pense que j'ai eu la chance, j'ai cette chance-là parce que je suis arrivé à une période propice de ma vie, c'est-à-dire à 25 ans, étudiant. J'ai fréquenté beaucoup de structures différentes. J'étais à l'université, j'étais à la Yeshiva. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille donc en tant qu'avocat. Je veux dire, chacune de ces structures, c'est quelque chose qui vous permet d'être exposé à la société israélienne au quotidien. Honnêtement, ça fait 13 ans que je suis ici. Je pense que c'est au bout de 10 ans que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. En gros. Chapitre 2. L'école. Alors voilà, c'est le sujet d'actualité puisque moi comme je disais, j'ai 3 enfants, l'aîné a 5 ans, le deuxième a 3 ans et demi, et grâce à Dieu la petite dernière vient de faire 5 mois, et le grand il va rentrer en CP l'année prochaine. En France, qu'est-ce que vous cherchez dans une école? C'est pour 90% des gens. C'est le niveau scolaire que va avoir votre enfant. Ici, outre le niveau scolaire, il y a l'aspect religieux. Savoir quelle éducation religieuse, même si c'est avant tout la responsabilité des parents, quelle approche religieuse va avoir l'école, donc qui peut se caractériser, je veux dire, c'est quelque chose de très concret, c'est savoir si quand l'enfant va arriver à l'école le matin, est-ce qu'il va faire la prière, est-ce qu'on va lui demander de faire des bénédictions avant qu'il mange, ou est-ce qu'il n'y aura pas ça? Une structure où il n'y aura que des garçons, où il n'y aura que des filles. Si vous choisissez une structure où c'est mélangé, jusqu'à quel âge ça va être mélangé? Et à partir de quel âge ça va être séparé? Chapitre 3. Jérusalem. Non, moi c'est Jérusalem, j'y suis vraiment, j'allais dire, par conviction. Parce que on dit que quand un juif il est à l'étranger, quand il prie, il doit se tourner vers Israël. Quand il est en Israël, il doit se tourner vers Jérusalem. Et quand il est à Jérusalem, il doit se tourner vers le Kotel. Donc moi, vivre à Jérusalem, c'est presque un principe. C'est peut-être pas un principe intangible sur lequel je reviendrai jamais. Il se peut que j'aille habiter ailleurs pour des raisons telles ou autres, mais je réfléchirai à 2 fois quand même, parce que ça me manquerait. Jérusalem, j'allais dire, c'est vraiment une question de sentiment. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étouffent ici. D'accord ? Il y a des gens qui habitent à l'extérieur de Jérusalem. Quand ils viennent ici, ils viennent là pour 2 heures et au bout de 2 heures, il faut vraiment qu'ils partent, voire même qu'ils fuient. Ça veut dire qu'ils viennent s'ils ont pas le choix. Et plus tôt ils sont partis, mieux ça vaut. Moi, c'est le contraire. Quand je quitte Jérusalem, quand je reviens, j'ai l'impression que je respire. Maintenant, au niveau de l'atmosphère ici, c'est comme je disais, une atmosphère souvent tendue, mais je dois dire, la mentalité israélienne, elle fait qu'on surmonte ça. Vous savez, un Israélien, ça s'appelle un Israélien qui est né ici, ça s'appelle un tsabar, c'est un sabra. Pourquoi ? Parce que tsabar, c'est les fils de barbarie. Pourquoi les fils de barbarie ? On dit c'est parce qu'ils sont piquants à l'extérieur et tendres à l'intérieur.
Chapitre 4. La société palestinienne. La société palestinienne, le regard que j'ai de la société palestinienne, c'est il y a des points sur lesquels on peut difficilement être d'accord, parce qu'on ne peut pas à la fois dire Jérusalem c'est la capitale éternelle de l'État d'Israël et venir dire voilà, il faut la partager en 2, en 3, en 4 ou plus, et dire on va se mettre d'accord. C'est l'un ou l'autre. Je veux dire, c'est concret. On peut pas dire. Il y a d'ailleurs une expression en hébreu qui illustre bien ça, même si elle a pas sa source dans le conflit israélo-palestinien. C'est on peut pas manger le gâteau et le laisser en entier. On peut pas. Je veux dire, si on en est là maintenant aujourd'hui, alors qu'on est en présence de deux personnes intelligentes, c'est que y a un problème de fond et pas un problème de discours. C'est comme quand vous voyez des fois par exemple deux personnes intelligentes, elles arguent pendant 3 quarts d'heure et à la fin chacun reste sur ses positions. Pourtant il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre et pas un forcément qui est plus logique que l'autre, mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans le discours en fait il vient qu'apporter des éléments logiques à ce que veut le cœur. Il faut comprendre que sur cette partie de la terre, dans ce coin du monde, c'est Israël qui est souverain. C'est quelqu'un qui veut faire partie de cet état-là, quelle que soit son appartenance ethnique ou politique, il faut qu'il comprenne ça. Chapitre 5. L'histoire de Midian. On sait que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il a fallu faire la guerre contre un peuple qui s'appelait Midian, tout le peuple est sorti en guerre contre Midian, sauf Moshe. Moshe Rabbeinu. Pourquoi il n'est pas sorti en guerre contre le peuple de Midian? Parce qu'il a vécu à Midian. Et rien que parce que des dizaines d'années auparavant, il avait vécu là-bas, tout le peuple est sorti en guerre, il a dit moi non. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder